formidable patron, on l'a dit, d'une entreprise formidable, Michelin, un formidable syndicaliste, la CFDT, syndicat qu'on dit le plus ouvert à discuter, on le verra peut-être dans le débat, sur ces sujets présentés comme tabous. Laurent Berger, je suis très fier et effectivement et très honoré d'être ici dans cette salle que je ne connaissais pas et qui est vraiment magnifique. Je vous assure que c'est impressionnant vu d'ici. Et je vois aussi qu'il y a de nombreuses générations présentes dans la salle, y compris au premier rang, de jeunes gens qui sont très sages et qui ne connaissent pas encore peut-être le monde de l'entreprise, et on va donc essayer de leur en parler. Alors pour parler justement peut-être à ces jeunes et pour introduire moi aussi rapidement le débat, puisqu'on va parler de l'objet de l'entreprise, on va parler de ce qu'est l'entreprise, qu'elle doit être, ce qu'elle peut être au cours de ce siècle plein de bruit, de fureur et de changement. J'ai envie de vous parler justement aux jeunes d'une entreprise que vous connaissez tous, tout le monde connaît, c'est Google. C'est une entreprise qui a 20 ans et elle s'est définie un but, cette entreprise. Elle avait commencé en tout cas par se définir pour dire « don't be evil », ça veut dire « ne fais pas le mal ». Elle s'était définie comme une entreprise désireuse de fabriquer la bibliothèque mondiale universelle. Et on sait aujourd'hui, vous voyez bien tous les débats que suscite cette entreprise. Je ne sais pas s'il y a des représentants de Google dans la salle. Ils savent que parfois je les critique, mais c'est parce qu'on aime tous Google, forcément, on les utilise beaucoup. Mais on est aussi devenu très méfiant à l'égard d'une entreprise telle que Google, qui en 20 ans s'est imposée dans notre quotidien. Et d'ailleurs, Google, qui se disait avoir comme objectif de ne pas faire le mal, a changé sa raison d'être, si on peut dire, on va en parler avec Jean-Dominique Senard. Maintenant, elle dit, son slogan, c'est « Do the right thing ». Ça fait penser aussi à d'autres référence. Et donc, c'est pas exactement la même chose. C'est bien cette tension, peut-être qu'une entreprise que vous connaissez tous, comme Google, qui a essayé de se redéfinir dans le monde du 21e siècle, qui est l'entreprise peut-être où les gens ont le plus envie de travailler. Si on devait faire un sondage auprès des jeunes, est-ce que vous avez envie de travailler chez Google? Je pense que peut-être, ça vous viendra à l'esprit. Et ce qu'on va essayer de vous démontrer au cours de ce débat, c'est que travailler chez Michelin, c'est pas mal aussi. Et c'est justement toute cette question du rôle de l'entreprise que nous voulons aborder. Voilà. Alors, le plan peut-être pour donner un plan à ce que nous allons voir ensemble, je voudrais d'abord qu'on évoque ce qu'est l'entreprise, donner une définition. Ensuite, parler un peu de l'actualité, Denis l'a dit, de la loi Pacte qu'on a évoquée, qui change peut-être dans le bon sens ou insuffisamment les choses. Et puis, je voudrais qu'on parle du dialogue social à l'intérieur de l'entreprise, parce que c'est ça la clé qui permet de faire sens peut-être, et on y reviendra. Alors, pour commencer, prenez le micro, Jean-Dominique Senard. Votre définition de l'entreprise, vous avez écrit un rapport qui s'appelle « Entreprise et intérêt général », qui a été écrit avec Nicole Notat, qui a été secrétaire générale de la CFDT, et qui aujourd'hui fait de la notation extra-financière, comme on dit, des entreprises. Quand vous êtes penché, quand on vous a confié cette mission d'écrire un rapport sur l'entreprise, finalement, vous vous êtes dit, c'est quoi l'entreprise aujourd'hui? Comment est-ce que je peux la présenter, y compris à ces jeunes, pour qu'ils désirent y travailler? Vaste programme, et puisque tout le monde est formidable ici, permettez-moi de vous dire que vous avez été formidable. Merci, merci. Attends, vous dire à la fin. C'est pour se mettre à l'aise, parce que voilà. Quand même, mieux quand c'est l'autre qui le dit. Bah oui, pour soi-même. Bon, quand même. L'entreprise. Alors, ça paraît pourtant simple, a priori, de se dire l'entreprise, enfin, c'est assez facile à définir. Mais alors, détrompez-vous, c'est horriblement difficile. Et assez curieusement, quand il m'a été demandé de travailler sur ce sujet avec Nicole Notat, on a été un peu surpris tous les deux de se rendre compte que finalement personne n'avait vraiment défini ce qu'était l'entreprise. En tous les cas, notre droit ne la définit pas. Le mot entreprise ne figure pas tel que dans le droit. Alors ça va peut-être changer maintenant, mais honnêtement, ce n'était pas le cas. Depuis 1804, le droit civil français, l'entreprise, le mot n'était pas un mot juridique. Ça en dit long d'ailleurs sur la complexité du sujet. Alors, peut-être un élément de réponse, parce que je ne veux pas être non plus trop long, mais vous avez évoqué le nom de ce rapport en disant l'entreprise objet d'intérêt général. Et en réalité, je vais vous le renvoyer ce rapport, parce que le titre, c'est l'entreprise objet d'intérêt collectif. Avec Nicole, nous avons décidé de changer la perspective et d'en faire un titre qui reflète ce que on voulait dire. Et c'est pas neutre, parce que entreprise, objet d'intérêt collectif, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que l'entreprise, c'est une unité qui est en quelque sorte une entité
politique au sens noble du terme, comprenons-nous bien, c'est-à-dire au cœur de la cité, c'est ça que ça veut dire. Et l'entreprise peut avoir une mission, elle peut avoir un but, elle peut avoir un objectif, mais elle n'est pas ce que beaucoup de gens croyaient jusque-là, ou du moins ne l'exprimaient pas de cette manière, un ensemble qui est au service d'une seule partie constitutive de l'entreprise, c'est-à-dire ses actionnaires. Quand on dit objet d'intérêt collectif, on veut dire que l'entreprise est en réalité, elle n'appartient à personne. Alors ça va peut-être vous paraître curieux dans ma voix de dire cela, mais la réalité, je le pense profondément. Une société peut éventuellement appartenir, des actionnaires peuvent avoir créé une société, oui, l'entreprise, elle ne leur appartient pas à eux seuls. Et c'est tout le cœur de ce rapport, c'est de démontrer et d'exprimer de façon claire que l'entreprise est là dans un monde qui l'entoure, elle n'est pas seule, elle est constituée d'éléments fondamentaux qu'on appelle les éléments constitutifs, que sont les actionnaires et les salariés, pour des raisons différentes, on pourra revenir là-dessus si vous voulez bien. Et puis il y a également autour ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire en réalité ce qui fait la vie de l'entreprise tous les jours, je suis bien placé pour le savoir, c'est-à-dire toute une série d'acteurs, économiques ou non, qui interviennent plus ou moins directement dans la vie de l'entreprise, et vous ne pouvez pas vous y échapper, c'est comme ça, et qu'au fond, l'entreprise appartient un peu à tout le monde. Voilà. Et c'est ça que je voulais dire. C'est déjà une définition assez compliquée de dire cela, mais si vous y réfléchissez bien, c'est en fait le reflet de la réalité. D'où la principale conclusion à laquelle on est arrivé, on s'est dit il est temps de faire savoir et de dire, en France, mais pas seulement, que l'entreprise, bien sûr, elle est là pour servir éventuellement ses actionnaires, mais pas que. Elle est là pour faire du profit, oui, parce que sinon, elle ne survivra pas. Et qu'on ne s'y trompe pas, il faut que l'entreprise fasse du profit. Ce n'est pas un gros mot, c'est quelque chose qui est tout à fait noble et raisonnable. Mais elle ne doit pas faire que ça. Elle ne doit pas faire que ça, et elle doit s'intéresser aux enjeux sociaux et environnementaux de son activité. C'est-à-dire qu'elle doit y être sensible, et par conséquent, tous les acteurs dont je parlais tout à l'heure qui interviennent dans ce domaine-là font partie de leur environnement et qu'il faut en tenir compte. Voilà. Donc c'est une façon déjà d'aborder le thème de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, simplement pour vous dire que c'est un monde, c'est un ensemble je dirais, de parties prenantes qui ont des intérêts parfois contradictoires, mais qui font en fait le cœur de la vie de l'entreprise. Le grand apport, je crois, de votre rapport, c'est que dans votre monde patronal, ce sujet fait débat et tous ne sont pas forcément d'accord avec ce que vous avez dit. Beaucoup disent qu'il faut avoir la vision finalement qui a été évoquée par Friedman, qui est de dire, voilà, l'entreprise, son principal objet, c'est de faire des profits pour ceux qui l'ont constitué, les associés, actionnaires, et de ce fait, parce qu'il faut lire jusqu'au bout. Si on lit jusqu'au bout, on voit que effectivement, ceci peut générer un intérêt. Alors j'ai dit général, si vous préférez collectif, parce que la recherche du profit par tous peut très bien nécessiter pour l'entreprise de bien traiter ses salariés, de bien traiter ses clients, de respecter un certain nombre de règles. Mais que le but fondamental de l'entreprise n'est pas de se préoccuper. C'est finalement, quelque part, secondaire que le bien puisse arriver de cette vision assez libérale, disons-le, des choses. Et on va dire, le MEDEF, pour le dire rapidement, a été très méfiant vis-à-vis de l'approche que vous avez abordée. Est-ce que vous avez l'impression que par les propositions que vous avez faites, vous avez convaincu, et notamment la raison, et on va y revenir avec Laurent Berger, la raison pour laquelle ce rapport, vous l'avez proposé, c'est qu'on est à un moment où il y a probablement un conflit aujourd'hui. Et il y a un problème de réconciliation, on va dire rapidement, entre le monde du capital et le monde du travail dans une société qui est très fracturée. Je crois que Laurent Berger pourra évoquer cela de son point de vue. Moi, ce que je voudrais surtout vous dire, c'est qu'on vit une période absolument charnière dans laquelle la question du capitalisme, dont vous avez parlé tout à l'heure en introduction et vous-même, est une question majeure. Si vous voulez, si je crois que nous sommes dans une période charnière, c'est que nous vivons quand même dans un environnement où il y a une forme de méfiance vis-à-vis de l'entreprise avec un grand E,
C'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que quand on parle de l'entreprise avec un petit E, c'est-à-dire chacun dans son entreprise, tout le monde est relativement confortable et confiant. Par contre, quand on parle de l'entreprise avec un grand E, c'est-à-dire qu'on se met à l'extérieur et qu'on dit qu'est-ce que... Il y a une méfiance, c'est le premier mot qui ressort de toutes les enquêtes d'opinion. Cette méfiance, elle est assez généralisée en Europe et elle alimente assez clairement des mouvements radicaux, que certains appellent populistes ou utiliser d'autres mots, c'est pas toujours très facile de définir, qui prospèrent sur cette méfiance vis-à-vis de l'entreprise. Et là, c'est extrêmement dangereux. Parce que le jour où cette méfiance déborde complètement, on se retrouve dans un blocage complet, y compris à l'intérieur des entreprises, à travers un dialogue social qui serait d'un seul coup radicalisé. Et donc, on pourrait aller loin dans cette histoire-là. Je pourrais vous parler de la raison pour laquelle on est là. On abordera peut-être ce sujet. Je pense que la dérive du capitalisme, au sens où on l'entendait de façon classique, est une des principales causes. Il y a une autre cause qui est ce que j'appelle la question sociale et qui vient du fait qu'aujourd'hui, la mondialisation a été mal comprise ou mal vécue et qu'elle a généré en tant que telle une défiance qui s'ajoute au reste. Mais franchement, il faut être clair. Je le dis parce que c'est un peu une sonnette d'alarme. Vous disiez que le capitalisme était en crise généralisée. Mais ce n'est pas vrai. Il y a plusieurs formes de capitalisme. Il y a le capitalisme anglo-saxon, qui est issu des thèses que vous avez évoquées des années 60, qui, aux États-Unis, auparavant, ce n'était pas comme ça. Friedman a indiscutablement, par une thèse assez radicale, porté un mouvement qui a été suivi. Il s'en est suivi d'ailleurs des politiques assez très très libérales, Reagan, Thatcher, etc., qui ont fait du bien aussi, il ne faut pas non plus tout négliger. Mais c'est aujourd'hui la position dominante du capitalisme anglo-saxon, qui quand même privilégie par nature le profit et le plus important et le plus immédiat, les actionnaires. Et puis vous avez un autre capitalisme qui est en train de naître et qui grandit dans le monde, qui de mon point de vue est tout aussi inquiétant, c'est le capitalisme d'État. C'est-à-dire le capitalisme qui utilise toutes les forces du capitalisme en tant que tel, mais au service d'institutions qui ne sont pas forcément démocratiques, ou qui n'ont pas exactement le sens de la démocratie que nous avons, nous. On va dire le capitalisme chinois, pour aller vite. Peut-être, voilà. Mais j'évite de pointer du doigt les choses, je ne sais pas. Mais comprenez bien qu'il y a ces deux sujets. Puis il y en a un troisième au milieu qui se cherche. C'est celui qui s'appelle le capitalisme responsable, et que j'appelle de mes voeux parce qu'il n'est pas encore là. Et je pense que nous sommes en train d'assister dans nos pays à une forme de mutation dans cette direction, mais je crie un peu l'alarme parce qu'il n'est pas stabilisé, il n'est pas encore structuré, il est très vulnérable et il pourrait être broyé par les deux autres. Voilà. Alors j'en arrête là parce qu'il faut absolument que Laurence puisse le dire aussi, mais si nous parlons de tout ça, si ce rapport a, de votre point de vue ou du mien, une forme d'importance, c'est précisément parce qu'il se situe dans ce contexte-là. Ce n'est pas un sujet franco-français purement et simplement, c'est un sujet beaucoup plus vaste qui pose l'enjeu de ce que sera notre vie future dans un cadre d'un capitalisme raisonnable et responsable. Alors, Laurent Berger, peut-être pour prolonger ce qui vient d'être dit, est-ce que ce qui vient d'être dit sur finalement l'entreprise doit muter, parce qu'au XXIe siècle, on est dans une bataille entre ce capitalisme effectivement anglo-saxon dirigé par les actionnaires et un capitalisme plutôt chinois. Est-ce que ce capitalisme, cette troisième voie que décrit Jean-Dominique Sénard, convient à votre vision des choses? Bonsoir. Moi, je crois d'abord que définir l'entreprise, c'est lui reconnaître... moi, je considère que c'est une forme de propriété sociale. C'est-à-dire que c'est évidemment un acteur économique incontournable, mais que sa responsabilité, elle va bien au-delà de simplement cette performance économique qui est souhaitable et dont que personne ne remet en cause ici. Enfin, si vous voulez, je crois que aujourd'hui, parce que le Code civil reconnaît encore jusqu'à aujourd'hui une seule finalité à l'entreprise. C'est le rendement pour ses actionnaires. C'est la seule définition de l'entreprise, alors même si ce n'est pas une définition de l'entreprise en tant que telle, c'est de la société, etc., mais enfin qui est reconnue. Moi, je crois que la composition d'une entreprise, il y a deux parties constituantes. Il y a le capital, absolument indispensable, soit, mais il y a aussi le travail. Et la non-reconnaissance du travail pendant de longues années,
en tout cas le fait de considérer que le travail était une partie moins importante dans la constitution de l'entreprise que le capital, a amené un certain nombre de dérives que l'on connaît. Nous avons réalisé une enquête qui s'appelle Parlons Travail. Cette enquête, elle met en lumière deux éléments extrêmement intéressants. Le premier, c'est que les salariés sont attachés à leur entreprise et qu'ils considèrent que c'est une partie de leur propriété. Mais le deuxième, c'est qu'ils sont en forme de manque sur le fait qu'on les écoute dans la définition de la stratégie, de l'organisation de cette entreprise. Et je crois que c'est cela dont il est question. Je suis d'accord avec Jean-Dominique Sénard lorsqu'il dit que ce sont des partis qui parfois sont en contradiction. Évidemment que c'est en contradiction. Mais comme toute société, comme tout collectif, il y a des contradictions en son sein et qu'il convient d'organiser. Et je crois que c'est là-dessus que, malheureusement, pendant de longues années, il y a une forme de paresse intellectuelle à ne pas reconnaître que c'est par l'organisation de ces contradictions au sein de l'entreprise, entre ces deux parties constituantes que sont le capital et le travail, qu'on peut faire émerger des compromis, des solutions pour trouver les bonnes voies en termes évidemment de développement économique, mais également de responsabilité sociale, de comportement à l'égard de ses salariés, à l'égard de ses sous-traitants, à l'égard de son environnement. Et effectivement, l'enjeu demain, de mon point de vue, c'est de se poser la question, est-ce qu'on considère que l'entreprise, face à la montée des populismes, face et du repli sur soi, du rejet de l'autre, face à la question des inégalités qui progressent et qui parfois minent notre pacte social et nos sociétés, face au changement climatique qui fait qu'on a chaud aujourd'hui, pas simplement à cause des projecteurs, mais également d'un bouleversement écologique qui nous menace tous, alors pour le coup, qu'on soit du travail, du capital, de l'entreprise. Est-ce que là, les entreprises ont une responsabilité pour participer à résoudre ces problématiques qui sont des bombes à retardement? Si la réponse, et c'est notre choix à la CFDT, si la réponse est oui, il faut qu'on organise la confrontation des intérêts au sein de ces entreprises. Ça veut dire d'abord entre le capital et le travail, mais également, comme cela a été dit, avec les parties prenantes qui, d'une manière ou d'une autre, sont intéressées du devenir de l'entreprise, de son comportement, de ses externalités, positives ou négatives, comme on dit. Et c'est ça qui est finalement au cœur du débat, qui est finalement une forme de modèle européen de l'entreprise qu'il faudrait développer et sur lequel, on peut le dire sans... Il y a quand même encore beaucoup de résistance de la part du monde économique. Oui, parce que, Jean-Dominique Sénard, sans tabou, la loi Pacte, ce n'est pas exactement le point d'aboutissement que vous espériez. On a touché au fond du sujet, on en a beaucoup parlé, mais comme ça vient d'être dit, on n'a pas fondamentalement changé. On a laissé sur option. Enfin, quelle note vous donnez à ce qui a été fait par le gouvernement? Est-ce que ça va assez loin et est-ce qu'il faut... Qu'est-ce que vous auriez aimé? Je vais vous dire, comme je m'étais promis d'attendre la fin du processus parlementaire pour exprimer quelque chose... Ça a été voté par les députés, ils ont entendu, quasiment fait. Voilà. Oui, mais enfin, vous savez, ça peut parfois prendre un certain temps et puis il faut attendre. Mais enfin, bon, je ne vais pas vous dire que je ne vais pas répondre à votre question, mais je ne vais pas donner de notes, je crois que ça n'a pas grand sens. Non, je crois qu'il y a quand même un phénomène qui s'est passé, c'est que les thèmes que nous avons évoqués, Nicole, dans ce rapport, sont des thèmes qui sont devenus des thèmes publics. Et ça, c'est très important. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup de rapports dans le passé qui servaient de cale aux armoires normandes dans les maisons, vous savez, puis après ça, on ne savait même plus à quoi ça servait. Il se trouve que nous avons de la chance avec Nicole, c'est que ce rapport a été rédigé dans un temps assez record. Je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Vraiment, il y a des périodes comme ça. Et que la loi Pacte a été un débouché naturel. Et je suis très heureux, je ne vous cache pas, de voir que tous les thèmes que l'on a abordés, notamment ceux qu'on a évoqués juste là, je ne vais pas reprendre sur ces questions de considération des enjeux socio-environnementaux, à côté des profits, comprenons-nous, soit des thèmes qui soient maintenant reconnus comme étant finalement assez fondamentaux, puisque reflétant finalement l'évolution de la société et la vraie vie entre nous. Bon. Et donc tout ceci est devenu plus naturel. En plus, toutes les recommandations que nous avons pu faire
sur la notion de raison d'être. Et j'aime beaucoup ce mot, je ne vous cache pas que j'en suis très heureux. On peut s'arrêter à un mot, voilà, c'est quoi la raison Mais d'être? je vais y venir, mais juste pour vous finir ma phrase, ces grands thèmes-là sont des thèmes qui sont maintenant discutés dans le public, qui sont, je dirais, disséqués. Et je m'aperçois avec bonheur que beaucoup de chefs d'entreprise me disent finalement, depuis que vous avez sorti ce rapport, on s'interroge nous-mêmes sur le fond et on travaille, et que ça apporte, et je vais y venir, un énorme plus. Mais au-delà de cette histoire de raison d'être, il y a toute la question des recommandations que nous avons pu faire sur la représentation des salariés dans les organes de direction d'entreprise, qui est un thème qui a été repris, pas tout à fait à ce stade comme nous l'avions envisagé dans le rapport, mais il y a eu un pas fait quand même. La question de la suggestion de la création d'un comité des parties prenantes qui ne soit pas, bien entendu, parce que chacun est à sa place, membre du conseil d'administration, la question ne se pose pas, chacun ses responsabilités, mais qui existe dans le cadre de l'entreprise, avec des observateurs extérieurs. Ce que nous avons fait chez Michelin il y a 3 ans, on a créé ce comité. Il y a là des clients, des fournisseurs, des ONG, des syndicats internationaux, des observateurs. Et ce groupe de personnes réunit chaque année 2 fois au moins au niveau mondial, et puis au niveau régional, il y a l'équivalent. Je vais pas plus tard que jeudi, je serai à Lyon avec le comité des parties prenantes. Je peux dire, eh bien, toutes ces recommandations sont dans la loi Pacte, et moi je trouve que c'est très positif parce que à ce stade, ça change la nature du débat. On n'en parlait pas comme ça avant ce rapport. Voilà. Et j'y reviendrai sur la raison d'être après. Justement, Laurent Berger, il y a cette loi, il y a notamment cette idée de codétermination à la française, c'est-à-dire d'appliquer une forme de cogestion, mais ce n'est pas exactement le modèle allemand, c'est un modèle français, c'est-à-dire une participation plus forte des salariés aux décisions dans les grandes entreprises. Ça, c'est dans la loi. Est-ce que ça va changer les choses? Est-ce qu'on est allé assez loin par rapport à ce que vous souhaiteriez? Vous êtes plutôt favorable à ce qu'aujourd'hui, il y ait une forme de partage, si je puis dire, du pouvoir? Moi, pour le coup, j'ai moins de réserve peut-être que vous. Moi, je trouve que ce qu'il y a dans la loi par rapport, y compris à ce qu'il y avait dans le rapport Sénard-Nota, c'est en deçà de ce qu'on était en droit d'attendre. C'est en deçà parce que, vous savez, pour participer, si on veut que le travail soit représenté, soit pris en compte, il faut des instances représentatives du personnel. Ce n'est pas l'objet de la loi Pacte, qui joue leur rôle, des gens qui représentent leurs collègues, et il y a un vrai dialogue social, mais il faut aussi que le travail soit membre de la gouvernance de l'entreprise. Et c'est la participation dans les conseils d'administration. Ça a été instauré en France en 2013 par un accord sur la sécurisation de l'emploi que la CFDT avait beaucoup poussé. Depuis, nous, on demandait à ce que ce soit élargi, le nombre de représentants des salariés dans les conseils d'administration soit élargi, des représentants du travail. C'est quand même, dans la loi Pacte, en deçà de ce qu'avait préconisé, y compris le rapport de Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat. Et donc, moi, je crois qu'il n'y a pas une prise en compte de l'ensemble des parties constituantes au juste niveau. Il faut se demander pourquoi c'est intéressant que le travail soit mieux représenté dans la gouvernance d'entreprise. C'est parce que souvent, les salariés sont les garants du temps long. Dans beaucoup d'entreprises, les plus intéressés à une stratégie moyen-long terme, ce sont les salariés. Quand des dirigeants dans nombre d'entreprises, ce n'est pas forcément le cas dans toutes, ne font que passer. Et donc, la définition de la stratégie économique de l'entreprise, c'est absolument indispensable. Sur l'organisation du travail... Il peut y avoir des salariés actionnaires, d'ailleurs, qui... Oui, mais c'est d'autres choses. Dans ce cas, ils sont représentants du capital. Là, je pense qu'il faut être représentant du travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être salarié et représentant du capital, si on est salarié actionnaire, mais qu'à un moment donné, la façon dont le travail s'exerce dans l'entreprise soit connue aussi de la gouvernance. Vous savez, quand ça a été instauré en 2013, beaucoup de chefs d'entreprise disaient « Oh là là, ça va être l'horreur, ça va pas fonctionner ». Puis ensuite, certains d'entre eux avaient l'honnêteté de dire « Ça ne fait pas de mal d'avoir un administrateur qui comprend à peu près ce qui est produit dans l'entreprise ». Je caricature à peine, je vous assure, à peine. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que sur ces questions-là, comme sur la question de l'organisation des rémunérations et de la répartition de la richesse produite, comme sur la question de l'impact de l'entreprise sur son environnement, eh bien, il y ait ceux qui représentent le travail qui puissent s'exprimer. Vous savez, il ne faut jamais oublier, c'est toujours vu de la part de certains chefs d'entreprise, c'est un peu vu comme « laissez-nous nous occuper de la stratégie ». On essaye de bien vous traiter, évidemment,
mais ne vous en occupez pas. Je crois que ce mode-là, c'est fini. Je crois qu'on n'est plus dans une société où on accepte qu'à un moment donné, un certain nombre de choix qui nous concernent soient régis par d'autres. Et donc, on souhaite y participer. Et c'est le grand enseignement de notre enquête. Regardez ce qui vient de sortir de ces jeunes, enfin ce qui est en train de se développer, ces jeunes qui disent, notamment d'écoles de commerce, qui disent « je ne veux plus aller travailler dans une entreprise polluante ». Eh bien, je crois que de plus en plus, on voudra donner du sens à son travail. Le sens, y compris, ça impacte l'endroit où on travaille, la façon dont l'entreprise dans laquelle on travaille se comporte. Et je crois que c'est une aspiration saine. Eh bien, si on veut y répondre, il faut du dialogue social, de la confrontation des idées. Il faut davantage d'associations des travailleurs aux destinées de l'entreprise. Peut-être juste rebondir sur ce que veut dire Laurent, c'est intéressant. D'abord, vous avez dit deux choses. La première, c'est que la loi telle qu'elle se présente aujourd'hui, donc je suis toujours très prudent parce que le processus parlementaire n'est pas terminé, va en deçà de cette recommandation. C'est factuellement juste, puisqu'effectivement, nous avons proposé que dans les entreprises où il y avait des organes délibératifs de 8 personnes, c'est-à-dire un conseil ou conseil de surveillance, etc., on passe à 2 représentants salariés. Et puis, lorsque ce conseil était composé de 14 personnes, eh bien, il fallait en avoir 3. Voilà. C'était pas violent. Hein. Pas très violent, et c'est surtout du bon sens. C'est-à-dire que de notre point de vue, avec Nicole, on s'est dit, c'est une question de proportionnalité. En Allemagne, on peut être à la parité. Voilà. C'est une question de proportionnalité. En l'occurrence, c'est pas la parité. Mais par contre, on s'est dit 2 choses. Attention, culturellement, c'est le sens de l'histoire. Parce que je suis assez à l'aise avec ce que dit Laurent sur le thème que les gens ont besoin de se sentir concernés et donc de participer. Mais on n'est pas tout à fait comme en Allemagne, on n'a pas tout à fait la même culture. Il a fallu du temps en Allemagne, d'ailleurs, au passage, pour que cette cogestion se mette en route. Je vous rappelle qu'elle a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale et que ce n'est qu'en 70, dans les années 70 à 75, qu'elle s'est vraiment mise en place. Donc il a fallu du temps. Hein. Il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui se fait comme cela. Et dans notre pays, je ne suis pas absolument certain que tout le monde soit totalement au niveau de maturité pour accepter une parité dans la gestion. Donc il y a un problème culturel, il faut du temps, il faut avancer prudemment afin de ne pas heurter inutilement telle ou telle, je dirais, perspective. Et une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que dans toutes les auditions que nous avons menées, tous les dirigeants d'entreprises, grandes ou petites, nous ont témoigné de l'aspect positif de la participation de salariés dans leur conseil quand ils en avaient. Tous. Je n'ai pas eu d'écho, franchement, très marginalement. Bon. En revanche, ce qui était intéressant, c'est que les représentants des salariés n'étaient pas tous totalement unanimes à me dire, et à Nicole, oui, il faut y aller. C'est intéressant parce que, et on comprend pourquoi. Là aussi, on se parle simplement. Du point de vue d'une organisation syndicale, c'est pas forcément évident d'imaginer que des représentants salariés participent à la gestion de l'entreprise et donc soient en quelque sorte associés au capital ou ses représentants. C'est pas évident. Surtout quand il s'agit de prendre des décisions difficiles. C'est pas évident. Par exemple, un plan social. Et donc, au final, les décisions difficiles, excusez-moi de vous couper, on finit par les avoir de toute façon à gérer. Ah, non, mais d'accord. Donc, mais peut-être, mais c'est pas le même sujet. Et là, il s'agit d'être en amont. Et non, c'est pas pareil. Bon, donc mais j'ai noté on arrive la à chose. trouver un dialogue social très constructif. Oui. Bon, et puis il y a l'autre aspect qui est plutôt plus vertueux, parce que la première, c'était de dire quelle est ma raison d'être, moi qui suis un représentant salarié, etc. Est-ce que j'ai une vraie raison d'être? Qu'est-ce que je fais là? Bon. L'autre sujet, c'était la question de la formation. Et ça, c'est plus vertueux et plus compréhensible. Il y avait une forme de crainte exprimée par certaines organisations sur le thème « oui, d'accord, mais est-ce que nous serons formés à temps et à la hauteur du sujet ?» On a beau les rassurer, c'est un vrai sujet, il ne faut pas que les gens soient mal à l'aise. Et donc, il est du devoir des entreprises de faire de la formation qui va bien pour que l'éventuel salarié puisse venir là. Je cite ces 2 aspects-là parce que, vous voyez, c'est un peu contre-intuitif, mais c'était très clair dans le débat. Il y a des résistances au sein du patronat, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des résistances au sein des syndicats? Si je devais résumer, c'était un peu, mais pas trop, quoi. Un peu, mais pas trop. Ouais, bah oui, mais un peu plus quand même, quoi. Si je peux me permettre. C'est-à-dire que quand même, nous, c'est vrai qu'on va vers l'idée qu'à un moment donné, il y ait à parité des représentants du travail et du capital dans les conseils d'administration. Mais évidemment,
que ça peut être progressif. Mais là, le législateur, il va en deçà d'un rapport qui préconisait un peu plus que là où on va arriver. Et donc, moi, je pense que ça témoigne quand même d'une forme de résistance qui n'est pas très bonne. Je le dis comme je le sens. Deuxièmement, je crois qu'il faut qu'on se dise, c'est vrai que des organisations syndicales n'ont pas envie de participer à la gouvernance de l'entreprise. Mais en même temps, l'aspiration de ceux qui travaillent dans l'entreprise, c'est d'avoir une place dans la définition de la stratégie. Donc, voilà, moi j'ai envie de dire des deux côtés, d'une certaine manière. Il y a des acteurs un peu traditionnels qui n'ont pas tellement envie de bouger. Est-ce que c'est ceux-là qu'on écoute, ou est-ce qu'on écoute ceux qui ont envie d'emprunter une voie autre, qui est une voie un peu de la modernisation du fonctionnement de l'entreprise? Moi, je préfère m'inscrire dans cette voie-là. Ça veut dire que c'est plus exigeant. Évidemment que c'est plus exigeant. Et sur la question de la formation, vous avez raison, Jean-Dominique, il faut évidemment des administrateurs salariés qui soient formés. Mais puisqu'on vous l'offre, je ne fais pas de pub, vous verrez, je parle à un moment donné d'un salarié qui m'a beaucoup formé au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Il connaissait parfaitement le marché européen, parfaitement la stratégie de la construction navale, parfaitement les enjeux de concurrence entre les uns et les autres. Et souvent, le chef d'entreprise, enfin le directeur des chantiers navals, prenait le temps de discuter avec lui parce qu'il avait une vision européenne et même mondiale de par son parcours syndical. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment qu'on a besoin de dirigeants d'entreprise qui soient compétents et qui soient formés. Mais on a aussi au sein des entreprises des salariés qui peuvent être formés par leur organisation syndicale ou autre, qui peuvent apporter beaucoup dans une forme de décalage par rapport à la recherche du profit, qui est évidemment l'objet dans lequel les dirigeants d'entreprise vont de prime abord. Mais est-ce que c'est pas quand le temps se couvre, quand justement on est face à des vraies réalités, des vraies difficultés, que ces formations peuvent se faire et où on peut gérer ce genre de questions d'alliance ou en tout cas de réconciliation des intérêts croisés entre le capital et le travail? Jean-Dominique Sénard, je vous parlais d'une usine. 2014, l'usine de Roanne, de Michelin, elle est morte, quoi, je veux dire quasiment. En tout cas, elle est très mal en point. 2015, un accord est passé avec, on en parlait un peu avec Laurent Berger, avec des syndicats qui ont fait preuve d'intelligence dans la négociation d'un compromis. Et aujourd'hui, cette usine, non seulement elle est sauvée, non seulement vous l'avez modernisée, c'est une de vos trois usines les plus modernes, vous avez investi plus même que ce qui était prévu en 2015, ai-je lu, et vous avez créé des emplois. Donc ça veut dire que c'est possible quand on est dans la réalité de l'entreprise, dans le réel. Parfois, on en parle un peu, j'ai l'impression, philosophiquement, alors que quand on est confronté à des vraies situations, on trouve cette solution. Oui, alors, en effet... collective. Pour passer sur ce sujet-là, j'étais très heureux de cette évolution, de cette usine en particulier, qui est une parmi les 70 grandes usines du groupe dans le monde, enfin bon, mais qui était une usine qui vraiment m'empêchait un peu de dormir la nuit, parce que je savais que si on restait là où on en était, son avenir était très compromis. J'ai quand même la responsabilité de la protection de Michelin dans son ensemble, et une usine qui ne va pas bien et qui est un problème, et en général, c'est un problème qui se traduit par un problème humain à la fin. Donc c'est un truc qui vous prend la tête quand vous êtes chef d'entreprise, et je vous assure, ça ne fait pas partie des choses les plus faciles à gérer. Et là, en effet, à un moment donné, nous nous sommes dit entre nous, eh bien, on va essayer de forcer le destin, et on va s'y prendre autrement. Dans un contexte, je ne vous cache pas, à l'époque, les choses vont mieux maintenant, mais où nous étions encore, et nous le sommes malheureusement probablement encore trop, dans un système législatif et réglementaire très contraignant en matière de droit social, même s'il y avait eu des progrès dans les différents accords nationaux. Le délit d'entrave, par exemple, est une chose qui existe encore. Vous le sachiez, ceux qui sont chefs d'entreprise ici le savent. C'est tout de même une singularité française. Et donc, je rappelle ceux qui ne sont pas familiers, qui consiste à dire qu'on ne peut pas évoquer une évolution structurelle d'un élément de l'entreprise sans en avertir en amont les organisations syndicales dans un processus extraordinairement normé
Parce que si on contredit cela, on peut se retrouver, et c'est encore le cas, responsable pénalement. Bon. Inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de directeurs d'usines qui ont cette délégation, qui ont envie de se retrouver un jour devant un tribunal condamné pénalement parce qu'il y a eu entrave. Alors je leur ai dit, écoutez, on va faire autrement, c'est moi qui vais assumer la totalité des choses. Je le ferai publiquement s'il y avait un problème. Mais par contre, vous allez faire la chose suivante. Maintenant, on va tout mettre sur la table. Eh bien, tant pis. On passe le cap, on prend le pari et on a mis tout sur la table. C'est-à-dire qu'on a dit à tout le monde, dans l'usine, voilà le problème. Voilà la comparaison avec les autres usines françaises, les autres usines européennes. Je ne vous parle pas des autres usines, le décalage est considérable. Si on continue comme ça, on a un énorme sujet. On a expliqué, on a parlé. Ça a duré quelques mois, hein. Ça a duré 12 mois. Et on a fait participer tout le monde. Tous les salariés de l'usine, les agents étaient concernés, les syndicats, bien entendu, en premier chef. Et la direction qui a fait ce travail s'est donnée avec énormément de cœur, de façon totalement transparente. Eh bien, devinez quoi? Les gens ne sont pas plus obtus que d'autres. Ils ont tous compris. Ça ne m'étonne pas. Où était le problème? Eh bien, devinez qui a trouvé des solutions au problème. Ce sont les agents eux-mêmes, à travers aussi leur représentation, la question ne se pose pas, qui ont apporté des solutions, qui ont dit, mais si on faisait comme ça, si on était plus flexible, voilà ce qu'on pourrait, et si on l'est, qu'est-ce qu'on demande en compensation? Il y a les investissements, il y a aussi, je dirais, les questions tout simplement de bien-être social à l'intérieur de l'usine. Ça n'a l'air de rien, mais de refaire les locaux sociaux, de refaire toutes ces choses-là qui paraissent absolument évidentes, mais c'est des choses tellement importantes. Bon, eh bien, au total, à la fin, on est arrivé à un accord que j'ai jugé bon, pour autant que ce contrat, dans le temps, se déroule et qu'à quelques années d'ici, l'entreprise se retrouve dans une compétitivité qui la tienne. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Ça a été une aventure formidable, une vraie confiance qui a traversé. Aujourd'hui, on en parle encore, on a parfois les larmes aux yeux quand on va à l'usine. Je vous assure, une usine qui m'accueillait avant très poliment et très courtoisement, mais avec quelques drapeaux que vous imaginez. Bref, c'était sympa, mais bon, Scénar du un peu pognon. tendu, quoi. Je veux dire. Bon, et qui après cet accord, il y avait écrit Renaissance sur le haut de l'usine. Je ne sais pas autant vous dire que c'était. Non, mais j'ai voulu que vous parliez de cet exemple. Mais c'est parce que incroyable. je crois que c'est une bonne illustration de ce que disait Laurent Berger, que les salariés les actionnaires auraient dit fermer l'usine. Les salariés, vous disiez, disent on peut être garant du long terme à condition d'aller vers la flexibilité. Vous l'avez dit quand même. Ouais, il y a une contrepartie. Il n'y a pas que ça. C'est d'abord une illustration que lorsqu'on dit les choses, on peut en débattre sereinement. Et lorsque les choses ne sont pas sur la table, eh bien, on ne débat pas sereinement. Donc ça veut dire qu'une forme de clarté sur la situation en tant que telle de l'entreprise, c'est absolument nécessaire parce que les premiers concernés, encore une fois, ce sont quand même aussi les salariés. Deuxième élément, c'est un dialogue social pointu. Ils ont discuté pendant 1 an. Troisième élément, il y a eu des améliorations concrètes de la vie au travail et un sentiment de reconnaissance de la part des salariés. Moi, j'y suis allé sur le site. Une reconnaissance profonde de la part des salariés. Les vestiaires, vous parliez des locaux sociaux, les vestiaires, la cantine, enfin, ça ne s'appelle pas comme ça, mais le réfectoire, etc., etc. Des choses de qualité. Parce qu'au bout d'un moment, on ne fait pas participer à l'effort collectif si il n'y a pas une reconnaissance. Mais ce que je veux dire, c'est ça, maintenant, on sait le faire à peu près correctement, notamment dans l'industrie, lorsqu'il y a des difficultés. Mais heureusement, la vie n'est pas faite que de difficultés. Et la question qui est posée, c'est est-ce que cette démarche-là, de dialogue social approfondi, de reconnaissance du travail, on est capable de le faire, y compris quand ça fonctionne bien. Et c'est vrai que... et même surtout quand ça va bien, parce que ça permet de préparer les moments où ça va moins bien. Ça permet de préparer, pas forcément les moments où ça va plus mal, ça permet de préparer deux profondes transformations que nous sommes en train de vivre. La révolution technologique avec la digitalisation du travail et la nécessaire transformation écologique, transition écologique que nous devons vivre. Et ça, il y aura des impacts sur le travail, il y aura de l'impact sur l'emploi. Et si on ne s'y prépare pas à travers un dialogue social qui permet et de l'agilité et de réassurer en termes de compétences, de conditions de travail les salariés, eh bien, on va les prendre, on va prendre le mur et on aura très mal. Je voulais une bonne transition pour ce dont je voulais parler. Avant que Jean-Dominique Sénard réponde à ça, vous proposez des contrats de transition écologique et numérique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que si on veut, sur la question écologique, vraiment changer de paradigme, c'est-à-dire prendre enfin le taureau par les cornes, comme on dit, et pour changer ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire un dérèglement climatique majeur qui va tous nous péter à la figure. À un moment donné, il y a des choix assez radicaux à faire. Ces choix radicaux, ils ne peuvent pas se faire d'en haut sans que les acteurs concernés en discutent entre eux. Et donc, je prends un exemple. Fermeture d'une centrale à charbon. Ou un autre exemple, le bassin de Fos-sur-Mer. Une population qui a 2 fois plus de cancers qu'ailleurs. 60% des personnes qui sont en maladie chronique. On connaît la raison. Il faut bouger. Et pour le bassin d'emploi, mais aussi pour beaucoup plus largement pour la région. Eh bien, est-ce qu'on le fait en prenant en compte, en discutant avec les salariés, avec les habitants, avec les entrepreneurs de la région, du bassin d'emploi, et on regarde comment on transforme de l'activité, comment on transforme des emplois, comment on sécurise les personnes concernées par ces mutations, et puis on essaye de construire l'activité économique du bassin d'emploi de demain. C'est ça le contrat de transition écologique que nous proposons avec Pascal Canfin, que nous avons proposé, qui a été repris sur les centrales à charbon, qui est en train d'être étudié par exemple sur le bassin de Fos-sur-Mer. Et on propose la même chose avec un enjeu un peu différent sur le numérique. Jean-Dominique Sénard. Peut-être juste, avant d'aborder ce point... J'allais presque vous demander, est-ce qu'on ne demande pas trop à l'entreprise au bout d'un moment? Je vais y dire. De toute façon, on lui demande beaucoup. Voilà. Mais bon, après, il faut savoir comment on gère. Mais oui, mais quand même. Juste un mot à propos de Roanne, et j'arrêterai là. Il faut bien se comprendre. Je suis optimiste, je suis très heureux de ce qui s'est passé là. On l'a fait dans d'autres usines d'ailleurs. Mais le problème, c'est que c'est un pari qui n'est pas encore gagné. Et le danger, et légitimement, parlons-en clairement, c'est de se dire on a fait un contrat, entre guillemets, de bon entendement, investissement, aide, facilité, flexibilité, contrepartie, etc. Il y a un objectif, et l'objectif, il faut l'atteindre. Parce que ce que je dis souvent en intérieur dans l'entreprise, la compétitivité, je suis désolé, mais c'est un impératif absolu. Ça, c'est le côté un peu pénible du sujet, mais seulement on ne peut pas y échapper. Et je vois ce qui se prépare autour de nous dans le monde, parce que j'ai le bonheur ou le malheur de beaucoup voyager. Je vous assure qu'il y a un tsunami qui se prépare pour lequel on a intérêt à s'armer. Et donc, le pari... De quel tsunami? Le tsunami, je ne parle pas de l'eau, je parle de cette incroyable puissance industrielle qui se construit en Inde, en Chine, en Asie, etc. En Asie, oui, au sens large, mais même dans d'autres zones du monde, qui est en train de manifester non seulement de l'excellence, mais une puissance, si vous voulez, contre laquelle il va falloir sérieusement résister. Alors, j'en viens au point, c'est un pari permanent, c'est pas encore gagné. Et je mets en garde tout le monde de ne pas s'endormir sur ce sujet-là. C'est bien de faire un accord, c'est formidable, hein, vraiment, mais il faut aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas toujours évident. Sur le sujet de Laurent, sur son contrat, il n'y a aucun doute que le sujet est à prendre en main par les entreprises. De toute façon, d'ailleurs, si elles ne le faisaient pas, on le ferait porter le chapeau ultérieurement. Il y a un sujet anxiogène, il faut pas se le cacher. On vous dit oui, mais pas de problème, les emplois là, oui, ils vont disparaître. Bon, bah, très bien, mais c'est pas grave parce qu'on va en créer plein ailleurs. Sauf qu'on vous dit pas vraiment combien, puis on sait pas très bien ce que ça représente. Et donc il y a un côté anxiogène dans l'évolution actuelle. On le sait très bien. J'étais en Europe dans une usine récemment. Je contemplais un atelier de moulage de moules qui fabrique des moules pour la fabrication des pneus. On a besoin de moules, très bien. 80 personnes dans un atelier qui manuellement créent ces choses-là. Dans le même temps, nous créons à Clermont-Ferrand avec FIV une entreprise d'imprimantes 3D métal. Ils fabriquent des machines qui font des imprimantes 3D métal. Une merveille de technologie, vous n'imaginez pas ce que c'est. C'est inimaginable. Un jour... Mais ça va révolutionner fondamentalement l'industrie, cette affaire-là. Alors, on a créé 300 emplois ou 250 emplois à Clermont là-dessus, sauf que je sais qu'il y a 2000 emplois qui vont disparaître à Clermont-Ferrand, dans les emplois, les services, etc. Qu'est-ce qu'on dit à ça? La seule chose à faire, c'est d'anticiper. Le devoir du chef d'entreprise, c'est d'anticiper, c'est-à-dire de former,
de faire en sorte que les personnes ne se retrouvent pas devant un mur dans 2 ans quand leur job va disparaître, parce qu'il va disparaître, et qu'ils soient formés soit à être employables dans d'autres domaines, soit peut-être même en dehors de l'entreprise. C'est pas une insulte, pour des métiers qu'ils auraient envie de faire, et à temps pour éviter un drame social. Voilà. Donc je le dis très clairement, la responsabilité des chefs d'entreprise dans cette histoire-là, elle est maintenant, elle est très lourde, et on n'a pas le droit de s'y soustraire. Oui, mais là-dessus, on est totalement d'accord. C'est la question, elle est comment on anticipe un certain nombre de transformations à venir. La question, c'est est-ce que cette anticipation, elle est construite collectivement dans l'entreprise avec les différentes parties constituantes dont on parlait tout à l'heure, ou est-ce qu'elle est simplement discutée dans ses conséquences par les représentants des salariés? C'est ça le vrai sujet. Et moi, je crois que si on veut éviter de se faire parfois des nœuds et parfois de la conflictualité un peu inutile, eh bien, il faut que la voix de ceux qui exercent le travail dans l'entreprise, elle soit entendue au bon niveau, c'est-à-dire au niveau de la définition de la stratégie. C'est déterminant, parce que si vous le faites comme ça, il n'y a aucun salarié qui va mettre en doute le fait que, par exemple, il y a la digitalisation d'un certain nombre de tâches et qu'il y a nécessité d'évoluer. Et puis, ça permet surtout de mettre en place les formations, l'accompagnement, le développement de nouvelles activités, qui, notamment dans la transition écologique, c'est une profonde opportunité de développer des emplois dans un certain nombre de territoires. Eh bien, ça permettra de le faire. Sinon, on va rester dans un angle, dans un cénacle trop fermé pour regarder l'ensemble des conséquences des évolutions à venir. Puis, dernier point, moi, là-dessus, il faut qu'on soit très à l'aise. Moi, je suis persuadé qu'il faut de la compétitivité pour les entreprises. J'ai aucun doute là-dessus. C'est-à-dire, mais je suis persuadé aussi que dans le monde tel que vous le décrivez, si on s'en sortira par la technologie, mais on s'en sortira aussi par une forme de modèle social qui sera un élément de compétitivité. La compétence, la reconnaissance du travail, la qualité de vie au travail, etc. Je crois que c'est un élément de compétitivité. Alors, sûr, vraiment, j'ai du mal à vous contredire. C'est un des grands aspects du capitalisme responsable dont je parlais au début, et qu'il va bien falloir faire régner, notamment en Europe. Et puis pour dire les choses clairement, nous allons presque être d'accord sur un autre sujet, c'est que je serais très heureux si à la fin du processus parlementaire, les recommandations que nous avions faites avec Nicole Notas soient impliquées dans leur intégralité. Mais ça, c'est un sujet, mais chacun a sa responsabilité, je ne suis pas responsable. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que ce capitalisme responsable, dans le monde que vous décrivez, compte tenu des chocs climatiques et du choc technologique, quelque part, ça va être un élément de compétitivité vis-à-vis des autres. Est-ce qu'on pourrait presque se dire que si on est, nous les entreprises européennes, meilleurs disant, mieux disant, dans ce domaine-là, on sera finalement mieux armés que les entreprises qui vont être prises dans le court-termisme des marchés ou le capitalisme asiatique ou chinois qui est quand même très très normé dans le plan et pas forcément avec beaucoup de liberté pour les gens, quoi. Est-ce que c'est pas un facteur d'attractivité? Le problème, si vous arriviez à vous réconcilier, ce que vous êtes d'ailleurs, mais dans un certain nombre de secteurs professionnels, le problème c'est pas de disparaître au moment de ce court-termisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on est tous persuadés à peu près, je pense, qu'on doit vivre dans un modèle de développement économique qui respecte l'environnement, qui respecte l'humain, etc. Sauf que c'est vrai que ce n'est pas le cas partout sur la planète. Et l'idée, c'est pas de se faire emporter par les flots, pour le coup, là, de ceux qui d'un dumping social ou d'un dumping environnemental et c'est là où des on autres. a intérêt à ce que ce sujet-là soit aussi un sujet européen. Bien sûr. Il y a en ce moment une discussion. Enfin, le rapport de Sénart-Nota, je vous invite à aller le lire parce qu'il y a les préconisations, mais il y a tout ce qui est écrit avant sur le sens. Vous savez, on oublie toujours le sens. On en arrive toujours à la solution. Mais ça se définira aussi d'un niveau européen. On a besoin de l'Europe pour le faire également. Et en ce moment, il y a une discussion au niveau européen sur la gouvernance de l'entreprise, le rôle des uns et des autres dans l'entreprise. Et il faut aussi que l'Europe avance là-dessus, malgré ces difficultés actuelles. Il n'y a aucun doute là-dessus, le sujet est européen. C'est comme ça que nous l'avions dans notre tête quand nous écrivions ce rapport. Et c'est urgent. C'est pour ça que l'année prochaine, nous avons des élections européennes qu'il ne faut pas négliger. C'est très sérieux.
Et puis derrière, il y aura une commission européenne qui va être nommée et qui aura la charge de tirer l'Europe vers le haut. Mais pour répondre plus précisément à votre question, voyez-vous, la réponse est oui, bien sûr, les entreprises sont la solution de toutes ces histoires-là. Mais bien entendu, et à condition qu'on reconnaisse correctement les évolutions technologiques qu'elles font et qu'on les valorise correctement. Voyez-vous, je crois qu'il y a quelque chose que nous devons recréer en France et en Europe, c'est cette espèce de combinaison vertueuse entre le public et le privé. Dans tous les pays du monde, l'Allemagne est d'ailleurs un assez bon exemple en Europe, il faut dire les choses comme ça. Il y a une forme de partenariat entre le public et le privé qui tire vers le haut. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe aux États-Unis aujourd'hui? Les entreprises américaines sont sous une forme je dirais, d'écosystème totalement fusionnel avec l'État américain. Il ne faut pas s'y tromper. Les Tesla de ce monde, etc., contre qui je n'ai rien. Au contraire, c'est d'excellents clients, mais enfin, ils sont portés par un système qui n'est pas exactement le nôtre. Voyez-vous ce que je veux dire? En Asie, c'est fusionnel. Et comment? En Allemagne, c'est assez fusionnel, on va dire les choses. En France, pas encore assez. Et je pense que nous avons là un effort à faire dans notre vie politique et sociale des années à venir, c'est de créer ces partenariats intelligents qui créent des réglementations utiles pour mettre en valeur les technologies que nous avons. Parce que nous pouvons gagner. On a tout ce qu'il faut pour gagner. Pour autant qu'on nous simplifie un petit peu la vie et surtout que l'on porte utilement et de façon fusionnelle les entreprises françaises en particulier vers le haut. Je vous donnerai un seul exemple et j'arrêterai là. Les pneus, pardonnez-moi, je vais vous parler boutique 2 secondes. Eh bien, en Europe, figurez-vous, vous pouvez vendre n'importe quel pneu s'il répond à une certaine grille de performance. D'accord? OK. Sauf que on le fait que quand les pneus sont neufs. Donc on fait des mesures quand les pneus sont neufs. Donc tous les pneus du monde arrivent, et quand ils sont neufs, ils passent le test. Alors certains passent pas, mais énormément passent. Parce que quand un pneu est neuf, je vais vous dire, je suis bien placé pour le savoir, en général, pendant quelques minutes, il est assez performant. Voilà. Sauf que le lendemain, il ne l'est plus tout à fait de la même manière. Et la déchéance de performance en fonction des différentes marques, et je ne vais pas ici, est juste considérable. Voilà. Donc ce n'est pas tolérable. Pourquoi? Parce que vous circulez peut-être sur des pneus dont vous ne vous doutez plus, qui n'ont plus du tout la même performance que ceux qu'ils avaient quand vous les avez achetés. Et vous êtes en danger. Votre sécurité n'est pas assurée, alors que vous croyez qu'elle l'est. Voilà. Donc j'en viens au point. Si nous avons une réglementation européenne intelligente, c'est ça le partenariat public-privé intelligent, qui met des normes et des règlements intelligents, qui fait que la technologie est reconnue et valorisée, eh bien, je ne vous parlerai plus de ce sujet la prochaine fois qu'on se verra. Voilà. Non, mais vous avez présenté au Mondial de l'Auto un magnifique pneu technologique. Mais là, un truc que j'ai pas compris avec votre pneu, c'est que apparemment, donc on peut aller le faire réimprimer en 3D. Ça veut dire qu'en fait, on ne rachète jamais de pneus. Ça, c'est le concept. C'est plus tard. Ça va venir. D'accord, vous allez nous raconter ça. Ça va venir, mais ça sera vrai. Une question quand même sur le climat. Alors, Nicolas Hulot est parti en disant le modèle, ça va pas. Il y a antinomie entre notre modèle économique et la lutte contre le réchauffement. Là, on est en train de poser la question, est-ce qu'il est possible de réconcilier finalement les intérêts de l'entreprise et puis ce qu'on appelle la RSE? Jusqu'à présent, c'était un débat dont on parlait, voilà, dans les journaux, mais là, maintenant, il y a une urgence. On nous dit qu'il nous reste en gros 2-3 ans pour prendre les mesures qu'il faut pour prendre la bonne pente, pour tenir les fameux 1,5 degrés. Et là, les entreprises, comme nous tous, on est concernés. C'est-à-dire qu'il faut changer notre façon de nous déplacer, donc tous à vélo, ou à pied, ou les transports en commun. Mais la voiture, mais il y aura toujours des roues, hein, rassurez-vous. La voiture, c'est pas terrible. Ok, le logement, voilà, pareil, il va falloir rénover tous les logements. Ça, c'est des milliards qu'il va falloir dépenser. Et puis, les entreprises sont polluantes et on leur demande de faire toute cette transition dans un temps qui est très court. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème quand même majeur sur cette transition? Est-ce que les entreprises, et un problème aussi de dumping, effectivement, les Européens vont être les bons élèves, mais vont se faire tailler des croupières par tous ceux qui ne l'auront pas fait. Comment est-ce que l'entreprise, par exemple Michelin, aborde un virage comme celui-là, avec, où on peut commencer par peut-être Laurent qui n'avait pas parlé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement là dans cette transition, c'est que elle va se faire beaucoup plus vite. D'abord, on ne parle pas d'un point 0 pour aller à un point 1.
il y a beaucoup d'endroits où par la discussion, par le dialogue social aussi, moi je pense à plusieurs entreprises où je me suis rendu, où on a fait évoluer le process de production pour le rendre plus vertueux au niveau impact environnemental. Deuxièmement, je crois qu'il y a un facteur de création d'emplois qui est énorme sur la transition écologique. Et je le dis au moment où on a quand même encore 9% de chômeurs dans notre pays et où on investit de façon trop faible. Vous avez certainement raison, mais pas et forcément puis, au même rythme. Enfin, vous dites que ça coûte des milliards, mais il faut toujours se demander. Enfin, c'est tout l'intérêt du plan Juncker d'investissement en Europe, tout l'intérêt de développer de l'investissement très fort sur la question écologique, transition écologique. Ça coûte des milliards, mais ce qui est en train de se passer d'un niveau environnemental, ça coûte des dizaines et des centaines et des millions milliards de vies. Bien sûr. Et des milliards aussi au niveau économique. Donc la question, elle est quand même celle du sens. Et je crois, et moi je crois qu'il y a, enfin c'est pas que je crois, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises en Europe autour du pacte finance-climat, etc. Il faut réorienter un certain nombre de moyens pour investir dans cette transition écologique. Si on ne le fait pas, d'abord on mettra des entreprises en difficulté parce qu'un jour il y aura des décisions radicales qui seront prises où on leur dira c'est fini, plus de production. Et donc, ça ne sera pas que les entreprises, ce seront aussi les salariés, les bassins d'emploi, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut, là encore, anticiper. Et anticiper, ça veut dire qu'il faut investir. Investir dans les compétences, dans l'évolution des métiers et investir dans l'évolution des process de production. C'est pas si compliqué que ça. Les entreprises, enfin, Jean-Dominique Sénard le dira sûrement, mais c'est pas exactement la même production qu'il y a 50 ans des pneumatiques de Michelin. Encore une fois, ça a évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans les processus. La question, c'est la vitesse peut-être de la transition. Regardez l'automobile. Nouvelle norme européenne, 35% de baisse des CO2 sur la prochaine décennie. L'industrie allemande crie au four, on n'y arrivera jamais, etc. Passer brutalement vers la voiture électrique, on en a parlé au Mondial de l'Auto, vous avez même les industriels français qui disent on ne sait pas le faire pour deux raisons. Si on le fait, toutes nos batteries sont chinoises, donc on va perdre 30% de la valeur, on va les donner en Asie, vous en avez un peu parlé, donc on n'est pas armé pour ça. Et puis deux, la transformation de nos usines aujourd'hui à moteur thermique vers des usines à moteur électrique, c'est des emplois. Enfin, on ne saura pas faire la transformation des emplois aussi vite que la société nous demande de faire la transition écologique. Est-ce que, alors je ne voudrais pas que tout le monde soit déprimé en sortant de ce débat, mais comment on résout cette contradiction ? C'est pas simple, voilà. Parce que si c'était simple, on le saurait. Et il faut raison garder. Oui, la bonne nouvelle, c'est que le diagnostic, il est assez partagé, honnêtement. Il n'y a pas des chefs d'entreprise dans un coin qui disent c'est pas vrai, etc. Tout le monde, honnêtement, partage le diagnostic. Il y a une espèce de révélation qui s'est faite au moment de la COP 21, où d'ailleurs les représentants des États étaient stupéfaits de voir les entreprises parler de ces sujets-là. Bon, il se trouve que je préside aujourd'hui une organisation en France qui s'appelle Entreprises pour l'environnement, qui regroupe 40 à 45 grandes entreprises françaises de tous les horizons sur ces questions d'environnement, et on traite ces questions très sérieusement. Quelle n'a pas été ma surprise en juillet de pouvoir tenir une forme de colloque à Paris sur, je dirais, la biodiversité. 6 mois avant ou 1 an avant, j'aurais évoqué le sujet, on m'aurait dit, écoute Jean-Dominique, c'est gentil, mais franchement, on a d'autres chats à fouetter, on a déjà le carbone, on a déjà le truc. C'est que tu nous mets la biodiversité dans les pattes, c'est compliqué. 8 mois plus tard, le colloque se tient, tout le monde était là, Nicolas Hulot présent, tout le monde, les chefs d'entreprise derrière moi qui se lèvent et qui donnent les engagements en matière de biodiversité. Si je vous raconte ça, c'est que d'abord ça m'a fait plaisir, mais surtout, j'ai le sentiment qu'il y a un espèce de déclic qui se fait. Donc maintenant, il faut essayer d'éviter de mettre les entreprises en accusation. C'est toujours cette espèce de méfiance, ce soupçon dont je parlais tout à l'heure et qui alimente tout un tas d'organisations qui finalement sont hostiles au capitalisme et hostiles à l'entreprise, et c'est toujours l'entreprise qui a tort. Non, c'est pas vrai. Les gens Nicolas Hulot qui a dit que le modèle était aujourd'hui incompatible avec la transition oui, énergétique. Mais attendez, oui, mais parce que la technologie peut évoluer, il ne faut pas s'affoler. Tout le monde y travaille, tout le monde recherche les choses, et on ne pourra pas le faire tout seul. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de public-privé. Mais enfin, on saura faire des voitures électriques. Et d'ailleurs, moi, je suis ravi parce que quand on fait des voitures électriques, le pneu est beaucoup plus mis en valeur parce que, voilà, je passe, je vais m'embêter avec ça. On saura faire.
Le problème, c'est que c'est sympa d'avoir une véhicule électrique, sauf que si l'énergie qui l'alimente est totalement carbonée, ça ne sert à rien. Nous sommes capables chez Michelin de fabriquer des piles à combustible qui est l'une des meilleures au monde. On parle d'hydrogène. Formidable. On a développé ça, elle est là, elle est sur ma table, elle est formidable. On peut faire évoluer la mobilité vers l'hydrogène. Au passage, d'ailleurs, ça serait génial parce que, comme maintenant les batteries, c'est un peu fichu parce que c'est ailleurs, ça, on a encore le moyen d'être leader en L'Europe va être leader dans l'hydrogène. Donc, devinez quoi, je pousse beaucoup sur la mobilité hydrogène. Très bien. Mais l'hydrogène, c'est bien joli, mais si, encore une fois, l'hydrogène produit n'est pas produit de façon décarbonée, c'est sympa ce que je vous raconte, sauf que ça ne change rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le partenariat public-privé, c'est énorme parce que c'est très large et ça englobe de façon très, 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 très globale l'ensemble des acteurs. Hein. Et de ce point de vue-là, le rôle des États en matière de gestion de l'énergie est clé. Voyez-vous ce que je veux dire? D'où il faut faire un peu attention quand on attaque le nucléaire trop vite, parce que c'est sympa, mais aujourd'hui, la France est leader en matière d'énergie décarbonée. C'est un atout que j'aimerais bien qu'on ne perde pas trop vite. Voyez-vous ce que je veux dire? Bien. Voilà, donc je le dis parce qu'il faut être raisonnable. Vous comprenez, Laurent? C'est un sujet de... Alors on vous dit, bon, ben, c'est 35 grammes de CO2, etc. 35%. 35%. De moins. De moins, oui. C'est violent. Il faut entendre aussi les industriels qui derrière se disent est-ce que je vais avoir la technologie à temps pour y arriver? C'est une angoisse qui est acceptable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne leur faisais pas reproche d'avoir une angoisse. Et en faisant attention, je pointais la contradiction oui, possible de cette vitesse. Voilà. Que nous... Bon, mais en étant plein débat là-dessus, les esprits s'échauffent parfois un peu, se passionnent, c'est bien. Je suis absolument certain qu'on trouvera la voie. Voilà. Mais laisser la technologie avancer, on fait des progrès absolument phénoménaux. Dans un an, je pourrais vous parler de nouvelles technologies qu'on n'imagine peut-être même pas encore aujourd'hui, même si elle est dans les labos. Ça va nous transformer la vie, mais il faut accompagner, il faut aider, il ne faut pas accuser. Voilà. Le débat de l'an prochain, c'est déjà le débat de ce soir. C'est l'entreprise, c'est la solution. C'est ça, Laurent Berger? Vous seriez d'accord avec cette assertion? C'est la solution, je crois. C'est l'une des solutions. C'est une partie de la solution, bien sûr. Mais je crois que comme tout un tas d'acteurs économiques, sociaux sont la solution et qu'il n'y aura jamais une solution qui tombera d'en haut et qui s'appliquera à tout le monde. Je crois que ce qui est dit, c'est extrêmement important. Ça sera la conclusion. Hein, il faut considérer que l'action publique, elle est aussi, elle a un rôle d'impulsion. Donc pour ça, il ne faut pas non plus vouloir la réfréner. Et sur la question environnementale, moi je crois qu'il y aura besoin d'investissements forts. Il y a besoin d'investissements forts. Il y a besoin qu'à un moment donné, dans notre pays, on fasse le choix d'une dépense publique qui oriente l'économie, les usages individuels et collectifs vers cette transition écologique. Si ça ne se fait pas, on aura un vrai problème et on perdra un avantage, un leadership sur cette question-là qu'on peut avoir, y compris parce que nous, on produit quand même de l'énergie, et vous avez raison, la moins carbonée par rapport à d'autres, même si on doit faire beaucoup plus encore sur un certain nombre d'énergies renouvelables, où il y a un certain nombre de choses qui sont déjà faites, mais on doit passer la seconde. Très bien. Jean-Dominique Sénard, allez, un mot de conclusion. C'est absolument clé, et nous sommes justement dans cette période où on peut construire quelque chose d'intelligent, je crois, parce que les différentes parties sont conscientes de cette nécessité. Donc je crois qu'on a maintenant une chance d'y arriver. Ça me rend optimiste, si vous voulez. Il va simplement falloir être un peu énergique et s'y mettre tous. Voilà. Mais honnêtement, je ne voudrais pas qu'ici, on ait laissé une quelconque impression de pessimisme. La lucidité, c'est déjà pas mal. Ça permet de traiter le problème. Mais moi, je suis fondamentalement optimiste. Il y a un ressort dans cette Europe qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais de grâce, prenons-nous en main vite. C'est la différence entre... Bravo. Merci pour ce débat. La différence entre les optimistes et les pessimistes, c'est que les optimistes vivent heureux.